Bonjour, vous m'entendez, c'est bon? C'est bon. Super. Du coup, je suis étudiant en architecture d'intérieur et je me pose la question parce que là, vous parlez de la finalité de vos projets et tout ça, de la méthode dans laquelle vous pensez tout ça. Parce qu'il y a des recherches que vous faites, mais comment vous vous appliquez, quelle méthode vous appliquez en fait pour arriver à de si belles réalisations et à des pratiques aussi intéressantes? Alors je ne sais pas s'il y a une méthode, hein, bien sûr que non, je pense pas. On a tous notre sensibilité, notre manière, notre parcours qui nous a conduit à penser d'une certaine manière. Enfin, j'imagine. Enfin, c'est vrai que nous, au sein de l'agence, on travaille beaucoup, on passe beaucoup par le dessin à la main déjà, parce que ça permet d'avoir cette liaison directe avec le papier, c'est de produire aussi, d'échanger avec la maîtrise d'ouvrage. On essaye de mettre des mots aussi, des mots sur les... Alors ça c'est pas trop vu parce que j'ai tendance à bafouiller, mais on essaye de mettre des mots précis sur les... pour essayer d'établir des choses simples en fait. Et quand on parle de ça, qu'on a ces mots simples, c'est assez restreint et que ça nous aide à définir une ligne de conduite. Et je vous dirais même, nous, en ce qui concerne ce projet, on avait mis le dessin en base aussi, enfin on avait mis des mots assez simples qui nous servent, comme je disais, qui nous ont servi de ligne de conduite. Et une fois qu'on a mis ces mots en place, ça se déroule assez bien en général. On échange et la maîtrise d'ouvrage aussi les prend et les adopte. Et voilà, nous on passe beaucoup par l'écrit et ensuite par le dessin en fait. Alors, je sais pas si... C'est à peu près similaire. Alors, c'est peut-être lié à nos écoles différentes, je sais pas. Mais moi, j'ai une méthode, c'est beaucoup la maquette et le dessin. C'est-à-dire que pour éviter la déconnexion de la souris et de l'écran, j'ai besoin de redonner une échelle à ma main quand je dessine. Donc, j'ai besoin d'un crayon, j'ai besoin d'un calque et j'ai besoin d'un cutter et de mousse. Et je découpe et on avance comme ça. Une des premières images d'ailleurs de la présentation, c'était une petite maquette. Un processus itératif, c'est-à-dire faire des allers-retours en gardant tout le temps à côté l'écrit du diagnostic et de l'état des lieux et des contraintes subies et des contraintes choisies qu'on s'est données. Et c'est un aller-retour après avec le client. Et la maquette et le dessin sont d'excellents moyens de support pour l'appropriation pour le maître d'ouvrage. Donc voilà. Puis après, on affine dans le détail. Voilà à peu près comment répondre à cette question. Alors, moi, je suis donc Coralie Devéry, donc la propriétaire avec mon mari des Gîtes du Bois Brûlé qui s'appellent Bâbord et Tribord quand ils sont loués séparément. Et moi, je me suis plus occupée de l'intérieur. On n'avait aucun budget. Donc, puisque vous êtes étudiant en décoration d'intérieur, il n'y a pas plus de 2000 € de budget de mobilier. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout le temps amené des documents à Mathieu comme des recherches iconographiques, en fait. Comme j'ai une formation d'histoire de l'art, j'ai été dans les médiathèques de Saint-Nazaire, Guérande, et j'ai pris tous les livres que je trouvais, art et tradition populaire, matériaux. J'ai beaucoup été chercher dans ce qui était Scandinavie, voilà. Et en fait, j'ai pris ma photocopieuse et j'ai photocopié. Mais vraiment, comme quand j'étais à l'école du Louvre, où je photocopiais pour dater un objet ou quelque chose, et j'en ai fait des liasses en fait. Et donc Mathieu avait le droit à des séances de ça m'inspire, cette couleur, ce matériau. Moi j'ai fait ça de mes mains, mon mari travaille le bois comme ça, tel artisan il va travailler le matériau comme ça. Et ça je voudrais voir comment ça se fait. Je voudrais que parce qu'on a 3 garçons, voient comment on fait du chaud chanvre, comment on brûle du bois, enfin voilà. Et en fait on a tout le temps fait ces interactions en permanence, et vraiment le maître mot c'était de jamais céder à la tentation du facile. Voilà, c'était que il y avait ce qui était déco, et nous on voulait quelque chose de plus intemporel, enfin vraiment dans le savoir-faire. On a habité en Roumanie en plus, donc on est beaucoup allé en campagne, d'où aussi le fait de faire un gîte et un gîte de France, enfin dans le côté rural. Et il y avait vraiment cette appétence de mettre en relation le travail local, la manière de travailler, la manière de vivre, et d'aller chercher aucun matériau de manière lointaine. Que ce soit le parquet de chêne, il vient du nord de Rennes. On est allé chercher dans une toute petite un tout petit enfin pas menuisier, c'est un
Voilà, dans une scierie. Et on a vraiment été choisir le chêne qui nous plaisait, brut, très épais, qui a 3 largeurs différentes, qui faisait que le coût était moins élevé automatiquement. Et en permanence, on a été dans cette recherche de la qualité du matériau, mais qui était en relation avec la qualité du travail de l'artisan. Mais que ce soit l'électricien ou quelque chose, entre guillemets, de plus noble, quoi. Voilà. Mais moi, ma grosse recherche, c'était l'iconographie. Et je pense que c'est comme aller dans les musées, voir les œuvres d'art. Et ben moi, je suis allée voir les intérieurs, les matériaux. Mais ça m'a coûté rien du tout, hein. C'était des livres de médiathèque ou de... Voilà. Et puis, j'ai beaucoup surfé sur le web aussi parce que en surfant comme une dingue, on tape un mot, on regarde les photos et on arrive à voir si c'est un gros revendeur ou si on tombe dans une toute petite scierie où le gars il fait son petit travail à l'ancienne. Donc le parquet de chêne, il vient d'une toute petite scierie complètement extraordinaire au nord de Rennes. Et le bois d'extérieur, c'est parce que je cherchais des tables d'extérieur comme dans les aires d'autoroute, quoi. Et pour avoir le droit d'être livré pour les tables, il fallait que je commande énormément de bois. Alors j'ai dit, bah, ça tombe bien puisqu'on fait des gîtes en bois brûlé. Et le bois vient d'une scierie de Besançon. Donc tout est complètement local. Et après, en aménagement intérieur et mobilier, c'est du Secours populaire qui a été chiné pendant 2 ans. Voilà. De façon très intense, qu'on a mis dans notre maison pendant 2 ans. Et vraiment, j'y allais au coup de cœur. Et je me disais, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose, quoi. Et après, c'est plutôt l'objet qui a trouvé sa destination, plutôt que moi qui me suis dit, oui, bah, je voudrais des lampes comme ça parce que c'est in en ce moment. Non, c'est un peu comme quand vous faites un voyage dans un pays, vous allez dans telle ville, vous rencontrez telle personne. Bah, moi, j'ai rencontré tel meuble, tel objet, et donc il y est allé. Voilà, c'est ça qui a créé l'opportunité. En fait, c'était très opportuniste. Et puis au niveau financier, c'est très intéressant. Voilà. Après, juste pour conclure, c'est assez facile quand un maître d'ouvrage t'apporte des références d'Alto, CISA, voilà. C'est agréable aussi. Moi, je suis architecte aussi. Et je travaille à 10 km de chez vous, d'ailleurs. Mais j'avais une question un peu moins poétique, si je peux me permettre. Quand vous accompagnez des maîtres d'ouvrage dans ce genre de projet, on est entre le particulier et le professionnel. C'est des opérations qui se financent souvent en fonds propres. Est-ce que vous accompagnez en tout cas les gens pour voir le potentiel de, entre guillemets, je vais être trivial, mais de rentabilité de la chose et de savoir, parce que l'argent c'est aussi le nerf de la guerre dans notre métier pour pouvoir réaliser de belles choses. Alors pas tout le temps, on peut chiner, on peut faire plein de choses, mais est-ce que, oui, dans votre étude, vous essayez de voir avec le maître d'ouvrage jusqu'où vous pourrez aller pour établir un budget, ou est-ce que c'est quelque chose de prédéterminé, un petit peu comme un client qui construit sa maison? J'ai coupé court dès le début. J'ai donné l'adresse d'un expert comptable et on m'a dit qu'il y en avait déjà un là. Non, on a un devoir de conseil, mais mettre le doigt dans cette question-là, ça voudrait dire que la rentabilité, elle présuppose être liée à la qualité du projet, même si on est d'accord, à la fin, ça peut être lié. C'est un pari, c'est un risque que je ne peux pas prendre. Mais non, moi, je suis pas capable. Pour répondre à la question, adresse expert comptable. Voilà. Je ne suis pas non plus, donc ça me rassure. Je suis pas sûr d'avoir bien saisi. C'est le fonctionnement, la rentabilité du fonctionnement du... Tout simplement, est-ce que vous incluez le fait que cet ouvrage va apporter de l'argent, contrairement à la maison, pour des limites de budget ou pour pousser les maîtres d'ouvrage de certains investissements pas? Alors c'est vrai que moi c'est pareil. En général, voilà, il y a des personnes dont c'est le métier qui le font très bien. Après, oui, sur le projet lui-même, on est forcément amené à établir un budget à un moment donné, forcément, pour savoir où est-ce qu'on va. Sachant que la problématique souvent qu'on rencontre de plus en plus, c'est que les projets durent très longtemps et que, on le sait tous, établir un budget 1 an avant un chantier, c'est plus très viable, quoi. Donc c'est vraiment là une grosse difficulté. Donc tout ce qu'on a beau calculer, beaucoup de choses, tout est relatif et c'est vrai qu'il faut essayer de sensibiliser le maître d'ouvrage à cette question-là aussi. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer d'avoir un projet assez cohérent, c'est évident,
Mais des fois, nous, on sait qu'on a une volonté, un plan qui marche bien, et on le fera avec les matériaux qu'on pourra avoir à ce moment-là, avec le budget qu'on aura à ce moment-là. Et c'est facile à dire comme ça, hein. C'est pas facile toujours, mais il faut avoir du recul et il faut avoir cette flexibilité pour s'adapter au contexte économique, quoi. Nous, on a acheté cette parcelle qui fait 500 mètres carrés, donc le prix du terrain est très élevé à Guérande. Donc déjà, esthétiquement, c'était pas beau, cette petite maison coincée dans un angle, parce qu'en fait, c'est la fin d'une longère, mais qui appartient à quelqu'un d'autre. Et de toute façon, nous, on empruntait tout à la base, hein, c'est 15 ans d'endettement. Donc, tout de suite, vous allez voir un expert comptable, hein, parce qu'il faut bien qu'on sache quand même où on va. Et puis, pour rentabiliser, étant donné le prix d'une semaine de location, ce qu'on savait déjà, parce qu'on avait déjà un petit gîte de France avant, donc on s'était déjà fait la main 3 ans, on voyait à peu près combien on gagnait en une semaine. On savait aussi qu'il fallait pas être à plus de 5 personnes, parce que qui dit une famille ou un gîte à 10 personnes, par exemple, ça s'abîme plus parce que c'est 2 familles qui vont venir ensemble. Donc voilà, il y a plein de choses voilà. Mais donc on a construit une deuxième maison parce que la seule manière de rentabiliser en 15 ans d'endettement, enfin de rembourser notre emprunt, c'était 2 maisons. Mais esthétiquement, voilà, ça vaut le coup parce que c'est bien plus beau pour moi maintenant avec 2 maisons sur la parcelle, c'est plus équilibré. Mais la première raison, c'est financier, c'est pour rembourser. Voilà. Donc ça veut dire 2 départs et 2 arrivées le même jour, hein. C'est moins facile qu'un départ et une arrivée. Voilà. Oui, la rentabilité, c'est quand même un point clé et important dans le cadre d'un projet, hein, de gîte et de chambre d'hôte. Il faut bien le travailler. C'est ce que je dis toujours à mes porteurs de projets. Travaillez bien votre projet, mais dans tous les sens, hein, d'un point de vue, voilà, et faites des études, appuyez-vous, faites des études de marché, analysez les concurrents, enfin voilà, parce que on peut pas faire des gîtes et des chambres d'hôtes partout. Il faut comprendre un petit peu là où on s'installe, et puis oui, l'enjeu de l'investissement aussi, surtout à cette période-là, la recherche de foncier et l'engagement financier que ça inclut derrière. Voilà, la rentabilité d'un gîte, je le disais tout à l'heure avec le pourcentage de 56% de taux d'occupation à l'année. Alors c'est lissé sur la Loire-Atlantique. Forcément, il y a des secteurs qui sont un peu plus intéressants en termes de taux d'occupation, mais c'est à bien à prendre en compte quand on ouvre un gîte ou une chambre d'hôte. Voilà, et c'est l'implication financière. C'est un point clé dans le projet de création ou de développement de son activité. Voilà. Oui, ce que nous avait précisé l'expert comptable, c'est que des gîtes, il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Donc il faut sortir du lot, en fait. Et du coup, nous, on avait envie que ce soit ludique. Parce que bon, c'est sympa, hein, le service à la personne, accueillir les gens, merci, au revoir, bonjour et tout, mais c'est du boulot, c'est contraignant. Les poubelles oubliées, c'est pas marrant du tout. Voilà. Donc nous, le jeu qu'on a eu avec Mathieu, c'est qu'on a 2 gîtes, mais réunissables en un seul. Donc ça veut dire qu'on a 2 familles amies qui louent, par exemple, ou grands-parents, enfants, petits-enfants qui viennent. Et en plus, qu'on n'a pas précisé, Mathieu, c'est on a l'accessibilité handicapée, en fait, en bas. Donc moi, je travaille beaucoup avec les IME, les instituts médicalisés, pour des transferts de 3-4 jours. Donc on a en plus ça. Ce qui fait que moi, je travaille avec les touristes. Voilà, ça c'est très intéressant, c'est amusant. Les gens sont fatigués, ils arrivent de la ville. Nous, on est toujours en forme parce qu'on est à la campagne, au bord de la mer. Donc on absorbe tout comme des papiers buvards. Mais c'est pas superficiel, mais voilà. Donc les IME, c'est très intéressant. Hein, des adultes handicapés qui vont en transfert pour 3 jours, voir le bord de mer, ça touche automatiquement. Et puis, nous, on a eu aussi un montage financier. On est en SCI familial, mais on a un montage qui fait qu'on peut le louer aussi pour faire des cours de cuisine ou moi je voudrais plus tard pouvoir exposer des artistes vivants. Voilà, donc en fait tout est modulable à l'intérieur. On n'a pas eu le temps de le voir, c'est-à-dire que les meubles sont escamotables très facilement et on se retrouve avec un lieu d'exposition
et avec des fenêtres intérieures carrées dans lesquelles vous pouvez vous asseoir un peu à la méthode scandinave. Voilà. Donc, ce que nous avait dit l'expert comptable, c'est sortez du lot, ne faites pas que des gîtes et apportez quelque chose d'autre qui fait que moi, je tourne pratiquement 90% de l'année, j'ai du mal à fermer maintenant. Donc voilà, parce que le secteur est difficile. Et puis une autre chose, parce que moi je trouve ça important de le dire, moi je ne suis que Gîtes de France parce que les salariés de la centrale, des Gîtes de France sont en Loire-Atlantique, donc on rémunère des gens localement. Et je ne céderai pas, et si jamais je devais céder pour être Airbnb, j'arrête mon activité, parce que ça ne m'intéresse pas. En fait, le réinvestissement, il est local en permanence. Comme les gens qui nous ont aidés à faire le gîte sont des locaux, des gens du village, tout le monde y a mis la main à la pâte. Parce qu'on avait un budget vraiment très limité pour ce qu'on a fait, quoi.